Ulysse va errer environ 10 ans avant de revenir. Alors le voyage devient une aventure. Et l'aventure, c'est une toute autre entreprise que le voyage. Au lieu du plaisir et de l'attente impatiente de partir du voyageur, l'aventurier, lui, est emporté, tourmenté par un puissant sentiment d'inaccomplissement de soi. Ce sentiment naît du constat entre, si vous voulez, l'opposition du non-sens, de l'absurdité de la condition humaine, parce que c'est un tête-à-tête d'aspiration extraordinaire avec un monde qui les ignore. C'est cette exaltation qui est le moteur, on pourrait dire, de la décision de tenter l'aventure. L'aventurier veut posséder plus que lui-même. Pour échapper à la poussière et à la résignation qui est la vie quotidienne des hommes ordinaires, l'aventure, j'emploierai volontiers cette formule, c'est la tentation de l'absolu pour un relatif. C'est la riposte à l'absurde, dans et par l'action. C'est le sentiment poignant qu'on peut défier le destin. Le destin, c'est-à-dire tout ce qui borne, tout ce qui écrase, tout ce qui ignore, tout simplement, la conscience et le vouloir humain. Mais pour prouver une émotion aussi bouleversante, l'aventurier doit affronter la mort. Vous connaissez Hegel, c'est seulement en risquant sa vie qu'on conquiert sa liberté. Certes, tout voyage implique des dangers, mais les dangers, ce sont des faits objectifs, étrangers à notre vouloir, alors que les risques de l'aventure naissent de nos propres décisions. On court des dangers, mais on prend des risques. Ce n'est pas du tout la même chose. Prendre des risques, on les prend pourquoi? On les prend pour éprouver dans l'incertitude de l'action, dans le balancement indécis des possibles, si vous préférez, une sorte de vertige grisant de liberté. Le parcours de l'aventurier, c'est ça. Ulysse ne court pas simplement des dangers, multiples, extraordinaires. Il prend des risques étonnants. Il prend des risques quand il accepte de prendre l'outre pleine de vent que lui confie Éole. Il sait d'avance que ses compagnons sont indisciplinés. Ils vont ouvrir l'outre, ça sera une terrible tempête. Et lorsque pour sauver ces matelots que Circé la magicienne a transformés en porcs, il va la séduire, partager sa couche, alors qu'il sait qu'il y a danger d'y perdre sa virilité, ce qui est quand même pour un grec, pour tout le monde, vous me direz. Bon. Et surtout lorsqu'il refuse l'offre d'immortalité, s'il vous plaît, que lui propose la nymphe Nausicaa. Il refuse cette offre d'immortalité. Il préfère des amours mortels, comme celle de son fils ou de son épouse, et il préfère la précarité, la caducité, la liberté aventureuse de la condition humaine à l'immortelle, mais impersonnelle et peut-être fade félicité divine. Il est pareil en cela à l'aventurier. Contrairement au voyage, donc, l'aventure, vous le voyez, n'est jamais une fuite, c'est une quête. C'est Malraux qui disait que c'est une chasse. Je crois que l'expression est belle. Une quête de sens qui procède du sentiment profond d'incomplétude qui habite un homme. Pourtant, l'aventure, c'est un combat sans victoire. Que peut réalité la fragilité humaine face à la force écrasante de ce que j'ai appelé tout à l'heure le destin? L'aventure suppose un imaginaire très puissant de l'aventurier. Aussi, la fin n'est-elle pas heureuse? Quand l'aventurier survit à ces folles équipées, ce qui lui arrive quand même parfois, et si même parfois il a décroché une luciole en voulant décrocher la lune, il subit ensuite une terrible solitude. Il est absolument seul dans cette vie désormais insipide. Pourquoi croyez-vous que Lawrence d'Arabie soit mort stupidement dans un accident de moto, lui à qui Churchill avait offert la vice-royauté des Indes? Lisez les 7 piliers de la sagesse. En cela aussi, l'aventure diffère du voyage. Voilà. C'est vrai que l'aventurier rêve en vain de changer l'homme et le monde, et qu'il en résulte qu'il est voué à de très cruelles désillusions. Mais, comme disait Albert Camus dans le mythe de Sisyphe, la lutte même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Et oui, en vivant ainsi, au risque de se perdre chaque jour, en vivant ainsi dans ce risque permanent, l'aventurier connaît ce que j'appellerais l'incandescence, la fulgurance de rares moments
inégalable de plénitude. Chaque fois qu'il déjoue les pièges des forces hostiles de la mer, des hommes et des dieux, Ulysse remporte une telle victoire. Rare mais exaltante, éphémère mais exaltante. Cependant, pour ces rares moments de plénitude, il faut ruser. La ruse est le secret du génie humain. Vous connaissez le mot célèbre de Francis Bacon. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. C'est la ruse. Agir contre la nature avec les forces de la nature. On sait que Hegel admirait ces ruses de la raison. Oui. Ulysse, l'industrieux, ou comme l'appelle encore, je crois, Homère, Ulysse de ressources, ne parviendra à ses fins que par des ruses. D'un bout à l'autre de ces heurts avec tout ce qui aurait pu provoquer sa mort, depuis les monstrueux cyclopes, les maléfices de Circé, le chant captivant et mortel des sirènes, à chaque fois, il s'en tire par des ruses. Je ne peux pas les énumérer, je n'ai pas le temps, c'est dommage. Par exemple, il s'est attaché au mât pour ne pas être pris par le piège du chant des sirènes. Bien. Le voyage, l'aventure, la ruse. Alors, à notre étonnement, nous retrouvons peut-être dans ces trois formes de l'agir, qui sont spécifiquement humaines, j'insiste, comme une parenté symbolique avec la démarche philosophique. Philosopher, c'est rompre, c'est partir, c'est s'aventurer à nos risques et périls, c'est tenter de revenir à nous-mêmes,